Corté son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vice-présidente politique et ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela. Je demande au service de protocole d'escorter son Excellence. I have great pleasure C'est un immense plaisir que de souhaiter la bienvenue à l'Assemblée générale à la vice-présidente politique et ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, son Excellence Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Muy buenas noches a todos los presentes. Bonsoir à tous ici présents, mesdames et messieurs les chefs de délégation de la communauté internationale rassemblés pour cette 61e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, au nom du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, qu'il me soit permis de vous féliciter pour votre accession à la tête de cette session. Nous nous disons pleinement disposés à contribuer au succès de vos travaux et donc au renforcement de l'autorité de cet organe le plus représentatif et le plus démocratique au sein des Nations unies. Nous nous trouvons ici dans la maison sacrée du système multilatéral qui défend les principes fondamentaux régissant les relations internationales entre États souverains et égaux. La République bolivarienne du Venezuela revendique les buts et principes de la Charte des Nations unies qui ont en leur cœur le respect du droit à l'autodétermination des peuples, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États. Il s'agit là des éléments fondamentaux pour garantir une cohabitation pacifique entre nations dans le cadre d'un système pluripolaire. La présence du Venezuela au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent depuis janvier 2015 a visé à réaffirmer toute l'importance de la souveraineté, de l'indépendance politique, de l'autodétermination et du règlement pacifique des différends. Voilà un an, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté, dans cette même salle, le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'objectif est d'éradiquer définitivement la faim et la pauvreté. Il s'agit d'un programme qui tourne autour de la personne humaine, un programme universel et révolutionnaire. Cependant, qu'il me soit permis d'attirer l'attention de l'assistance sur l'obstacle principal que rencontre le monde sur cette voie noble. Le modèle capitaliste entrave le respect du droit au développement des peuples, crée des inégalités profondes et met en péril l'existence même de la planète et de l'espèce humaine. La consommation engendrée par le capitalisme a été capable de faire fondre ces 50 dernières années la glace dans les pôles. Nous sommes arrivés à une situation insoutenable. Le pape François, dans son allocution Laudato Si, a parlé de l'action de l'homme et de ses modes de consommation et de production qui ont fait de notre planète une immense décharge. Il s'agit d'un modèle qui se développe à travers l'expansion de la violence, à travers ses différentes manifestations, conflits internes ou guerres ouvertes. En 2015, les dépenses militaires mondiales ont atteint le montant de 1 700 milliards de dollars. Les États-Unis ont représenté un tiers du total. Un tiers qui a été dépensé pour financer les guerres et les actions impérialistes des États-Unis d'Amérique, à savoir 600 000 millions de dollars. C'est une somme difficile à imaginer pour bon nombre de nos pays. Les États-Unis ont dans le monde près de 800 bases militaires. Le coût du maintien de ces bases s'élève à 100 000 millions de dollars par an. Non sans raison, en 1968, Martin Luther King disait que les États-Unis étaient le principal exportateur de violence au monde. Les conflits qui se sont déroulés ces 5 derniers siècles montrent qu'il existe une relation intrinsèque entre violence et expansion capitaliste. Au XVIe siècle, 1,6 million de personnes ont trouvé la mort dans des conflits. Au XVIIe siècle, ce chiffre est passé à 6,1 millions de morts.
Au XVIIIe siècle, le total se chiffrait à 7 millions de morts et au XIXe siècle à 19,4 millions de morts. Et au XXIe siècle, 109,7 millions de personnes ont perdu la vie en raison de conflits. Ce raccourci historique sur la violence doit s'accompagner aussi d'un petit résumé sur l'expansion capitaliste et le volet financier de cette entreprise. Sur 5 siècles, on remarque qu'il y a eu une augmentation de la violence et du nombre de morts provoqués par la violence de 0,32 à 4,35. La planète est beaucoup plus violente aujourd'hui. En outre, la guerre a aussi changé de visage aujourd'hui. À notre époque, ce sont les conflits internes qui sont les plus nombreux. Les conflits internes qui font rage notamment dans les pays pauvres. Je vais vous donner un exemple spectaculaire. Le rapport de l'ONU de 2005 introduisait une donnée spectaculaire sur la relation entre violence et capitalisme. Sur les 3 millions de morts en raison de conflits depuis 1990, 2 millions ont été des enfants. Monsieur le Président, le capitalisme menace gravement l'avenir de l'humanité. Le terrorisme, terrible visage de la violence mortelle, est lui aussi en train de changer. Il devient de plus en plus violent, s'étend de plus en plus, s'attaque à des pays pauvres, déjà dévastés. Il adopte des fins géopolitiques, vise l'effondrement de certains États ou de leurs institutions et permet l'appropriation illégitime de leurs ressources stratégiques. Le Venezuela condamne la politique de 2 poids, 2 mesures qui est celle choisie par certaines grandes puissances pour diviser de façon artificielle leurs ennemis. Il y aurait 2 classes de terrorisme. Un bon terrorisme, s'il défend les intérêts de ces grandes puissances et vise à faire tomber des gouvernements qui ne sont pas alignés sur leur position, et un mauvais terrorisme qui, par effet boomerang, touche les populations de ces grandes puissances. Aujourd'hui, on produit suffisamment de richesses pour tous les habitants de la planète. Cependant, ces richesses sont concentrées entre quelques habitants seulement. La pauvreté concerne principalement les pays du Sud. Le fossé entre riches et démunis se creuse encore et encore. Le cas des États-Unis est exemplaire. Ce fossé, depuis 1942, a été multiplié par 3 jusqu'en 2010. En 1978, pour vous donner un exemple, un travailleur, un membre lambda de la classe ouvrière, gagnait 48 000 $, alors qu'un directeur, 393 000 $. En 2010, ce représentant lambda de la classe ouvrière gagnait 33 000 $ et le PDG 1 1 100 000 $ par an. Selon Oxfam, 1% des habitants de cette planète possèdent la même richesse que 90%. Mais il ne s'agit pas d'un phénomène uniforme, c'est cela le pire. C'est un phénomène qui est plus criant encore dans les pays en développement. Pire encore dans certains secteurs. Dans certains secteurs où le fossé entre ceux qui meurent de faim et ceux qui vivent dans l'abondance est incroyable. La concentration du capital est devenue un phénomène faisant que la richesse n'est pas productive. Il s'agit d'un phénomène pernicieux qui fait entrave au bon développement de plusieurs secteurs, comme le secteur des communications, de l'énergie, etc. Il s'agit d'un modèle qui s'appuie sur la violence et qui fait de la paix un espoir que l'humanité ne pourra jamais concrétiser. Il suffit de passer en revue les conflits qui menacent de façon la plus urgente la stabilité mondiale. La question de la Palestine reste une cause à défendre pour l'humanité tout entière. Des crimes de guerre, des violations de masse des droits du peuple palestinien sont monnaie courante. La population résiste. Je vous donne un exemple. En 2000, l'occupation illégitime a entraîné des retards énormes en matière de développement humain. Le taux de pauvreté est passé en à peine 3 ans de 20% à 55%, et ce chiffre est encore plus élevé aujourd'hui. Le temps me manque pour parler de tous les types de violations des droits humains qui sont commis au quotidien contre le peuple palestinien. Nous appuyons le droit à l'autodétermination du peuple palestinien.
à travers l'existence d'un État libre, souverain et indépendant. C'est la raison pour laquelle nous estimons que l'Organisation des Nations Unies doit prendre le plus tôt possible une décision pour que la Palestine soit admise comme État de plein droit au sein des Nations Unies. Nous sommes favorables à la création d'un État de Palestine, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues sur la scène internationale, les frontières d'avant 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Notre pays lance un appel à Israël pour qu'Israël mette fin à l'occupation qui n'a que trop duré des territoires palestiniens. L'occupation israélienne de ces territoires et ces politiques de colonisation représentent la principale cause de violation des droits humains des citoyens palestiniens et du droit international humanitaire. Dans le même esprit, nous exigeons la levée définitive du blocus illégal contre Gaza qui dure depuis 2007. Un blocus qui a eu pour conséquence la violation perpétuelle des droits humains de cette population. Il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient tant qu'Israël continuera de fouler aux pieds les droits humains du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodétermination. Dans le cas de l'Irak, le dossier sous-tendant la deuxième invasion de ce pays en 2003 était construit autour d'une vérité qui non seulement n'a pas été réellement vérifiée, mais qui, des années plus tard, a été même désaccréditée par les envahisseurs principaux qui ont dit qu'il s'agissait d'un mensonge. L'invasion militaire est venue après une campagne efficace de propagande axée sur 4 axes. Les armes de destruction massive n'ont jamais existé. On pensait qu'il s'agissait d'information, mais ce n'était que propagande de guerre. Les grandes entreprises des médias qui ont concentré de façon honteuse le monopole de l'opinion publique ont mis au point des véritables campagnes qui ont précédé et justifié des interventions impérialistes. Prenons le cas de la Libye. En 2011, il y a eu aussi une intervention militaire de l'OTAN. Ce pays frère a sombré dans la violence, est devenu victime de groupes terroristes. L'indice de développement humain a sombré. Les mécanismes de coopération avec les pays voisins ont été perturbés. La Libye maintenait encore des niveaux de production de pétrole voisins de 1 600 000 barils par jour. Or, en août dernier, cette production n'était qu'à 260 000 barils par jour. Encore une fois, l'obstination des puissances occidentales vont contre le droit au développement des peuples, leur droit à la paix, leur droit à avoir une patrie. Les flux migratoires de citoyens libyens recherchant un avenir meilleur à l'étranger est aussi un phénomène qui a eu des conséquences sur les niveaux de pauvreté des pays concernés. Et nous devons également parler des graves situations humanitaires qui prévalent en Afghanistan et au Yémen. Passons maintenant à un autre dossier. La République arabe syrienne est en train de mener une bataille de front contre les terroristes barbares qui font rage dans le pays. Le peuple syrien est la principale victime de la violence de ces groupes terroristes qui parfois se livrent même à des crimes de guerre avec des armes chimiques. Le terrorisme a provoqué en Syrie l'une des pires tragédies humanitaires que connu le monde ces dernières décennies. 6 millions de déplacés internes, 4,8 millions de réfugiés qui fuient la violence généralisée pour sauver leur vie. Qu'importent les risques qu'ils affrontent. Les images dramatiques que nous avons vues, ces images d'hommes, de femmes et d'enfants qui essaient de traverser la Méditerranée, sont le reflet de la gravité du conflit armé qui sévit dans ce pays arabe, provoqué par les groupes terroristes. 13,5 millions de citoyens connaissent une tragédie humanitaire et pour tourner la page sur cette tragédie, il faut défaire le terrorisme, trouver une solution politique et pacifique au conflit armé dans ce pays frère. Le Venezuela se félicite du retour aux relations diplomatiques entre les États-Unis et la République sœur de Cuba. Il s'agit du seul moyen de résoudre les divergences entre les États. Le peuple cubain a résisté pendant des décennies avec dignité, avec héroïsme contre le terrorisme d'État qui, depuis les pays du Nord, voulait attaquer son modèle de développement, son modèle politique, son modèle social et culturel. Le peuple cubain reste encore soumis à un blocus criminel, un blocus économique, commercial et financier. Le Venezuela exige de la part des États-Unis qu'ils mettent fin à ce blocus et qu'ils indemnisent dûment les personnes qui ont été
victimes de ce comportement. Monsieur le Président, le système des Nations Unies a bien des défis à relever. Voilà 16 ans, le président Hugo Chávez Frías, devant l'Assemblée générale lors du sommet du millénaire, a affirmé que les Nations Unies ne pouvaient pas rester fixées sur la réalité de 1945, un modèle qui suivait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour relever avec succès les défis complexes auxquels nous heurtons dans le domaine de la paix, de la stabilité et du développement économique et social de l'humanité, il faut que cette organisation se renouvelle. Il faut qu'elle soit renforcée. Cela doit passer par une réforme de ses organes principaux. À cet égard, nous appelons à une réforme de fond en comble du Conseil de sécurité. Il faut que des pays en développement, des pays africains, d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Asie soient inclus. Et il faut procéder à d'autres réformes importantes. L'Assemblée générale étant l'organe démocratique et universel par excellence au sein de l'ONU, notre pays réaffirme la position qui est la sienne, à savoir qu'il faut renforcer l'autorité de cette instance dans les différents domaines qui le concernent: paix et sécurité, développement économique et social, droits humains et coopération internationale. En outre, la politique de 2 poids, 2 mesures et l'utilisation à des fins politiques du thème des droits de l'homme pour justifier l'ingérence dans certains pays au service de certains intérêts impérialistes sape gravement l'institutionnalité de l'organisation. Il s'agit d'un défi à relever. Il nous faut protéger les droits humains des peuples, pas seulement les droits des individus et les droits des élites. Le système des Nations Unies doit sans attendre agir en faveur de la gouvernance pour que les principales puissances cessent de se comporter de la sorte. Le nouveau secrétaire général ou la nouvelle secrétaire générale qui sera élue va devoir s'atteler à tous ces défis, mais ce sont aussi des défis que doivent relever les pays libres et souverains. Ce sont à eux d'agir ensemble pour atteindre ce noble objectif. Le Venezuela remercie le secrétaire général Ban Ki-moon pour tous les efforts qu'il a fournis en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Les Nations Unies, il faut le reconnaître, ont apporté à l'humanité de précieuses contributions. Les objectifs qu'elles poursuivent, la paix et la sécurité, reposent sur un système multilatéral solide, l'état de droit international, et ce, à travers la juridification des relations. Nous devons continuer de fournir des efforts pour préserver ce système et l'améliorer. Voilà quelques jours, à Margarita, nous avons organisé le 17e sommet des chefs d'État du mouvement des pays non alignés. À cette occasion, le Venezuela a accédé à la présidence de ce groupe de pays importants. Un pays qui partage nos préoccupations. Un groupe de pays avec lesquels nous avons obtenu des avancées significatives et aux côtés desquels nous restons engagés en faveur de la paix, du développement, de la solidarité et du bien-être de nos peuples dans le cadre des principes de Bandung qui ont inspiré la naissance de ce groupe. Albert Einstein, en 1946, affirmait qu'il était fermement convaincu que la majorité des peuples du monde préfèrent vivre dans la paix et la sécurité. La soif de paix de l'humanité ne peut donner des fruits qu'à travers la création d'un gouvernement mondial. Et c'est justement ce que les peuples du Sud veulent faire. Les peuples du Sud, qui représentent les 2/3 des États membres de cette organisation. Il convient de signaler qu'au cours de ce sommet, un avion des États-Unis a violé l'espace aérien du Venezuela. Le même jour, l'aviation des États-Unis a attaqué l'armée nationale syrienne, faisant la mort de plusieurs dizaines de Syriens et de très nombreux blessés. Et le même jour, l'Inde a été victime d'un attentat terroriste et le peuple palestinien a été victime d'une attaque violente qui a provoqué la mort de plusieurs citoyens. Comme vous voyez, les peuples du Sud, qui sont les détenteurs des principales réserves d'énergie, des principales ressources minières, des principales ressources en gaz, sont les principales victimes de la violence et de l'impérialisme. Voilà plus d'un an, le président des États-Unis, Barack Hussein Obama, a publié un décret présidentiel qui disait que le Venezuela était une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et pour sa politique extérieure. Ce décret a été condamné par la majorité des pays du monde. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis encouragent et appuient des groupes violents, des groupes extrémistes violents pour
semer la mort au Venezuela pour que s'effondre le gouvernement du président Nicolás Maduro. Ils ont recours à des agressions économiques multiformes, à travers plusieurs mécanismes pour délégitimer le gouvernement, à travers des mécanismes de boycott commercial et financier. Salvador Allende avait été victime des mêmes attaques de la part de l'Empire des États-Unis. Nous avertissons la communauté internationale. Le Venezuela est le nouvel objectif de l'impérialisme, qui veut affaiblir sa souveraineté et qui s'efforce de parvenir à sa désintégration territoriale afin de s'approprier ses ressources stratégiques immenses. L'histoire de l'impérialisme, chargée de violence, cherche à se répéter. Une vaste campagne de mensonges est en train d'être lancée contre le Venezuela, son peuple et son gouvernement. Cette agression représente une forme de guerre non conventionnelle qui vise à pénaliser et criminaliser notre modèle de développement, fondé sur la base du socialisme du XXIe siècle, un socialisme inclusif permettant de redistribuer les richesses pour la majorité, un système fondé sur l'égalité. Notre continent a connu avec les États-Unis des relations houleuses. Les États-Unis, pour servir ses fins de domination impériale, a soumis et envahi bon nombre de nos pays. Ces pages sombres du colonialisme ont été tournées enfin, grâce à la détermination de nos peuples à être libres et indépendants. Cependant, de nouveau, depuis le Nord, on entend les tambours de la guerre. Le Nord veut de nouveau emprunter ces chemins sombres qu'a connus notre Amérique. Nous dénonçons le coup d'État parlemento-judiciaire au Brésil et la mise en exécution d'un nouveau plan Condor dans notre région, dirigé depuis Washington. On montre du doigt le Venezuela alors que c'est le pays qui connaît l'une des distributions de la richesse la plus juste en Amérique latine. Le coefficient Gini est dans notre pays de 0,38. En 2005, l'UNESCO a déclaré que notre pays ne connaissait plus l'analphabétisme. En outre, le taux de scolarisation, ça a été aussi reconnu par l'UNESCO, a atteint 77% pour les enfants de 3 à 6 ans, 96% pour les enfants de 6 à 12 ans, 76% pour les enfants de 12 à 18 ans. Et le taux de scolarisation au niveau de l'université est remarquable aussi, car nous comptons 2,6 millions d'étudiants, c'est un taux les plus élevés au monde. En 2012, la FAO a salué le Venezuela pour les politiques sociales mises en place afin de réduire la faim et la pauvreté. Enfin, les pauvretés qui ont été réduites de plus de 50% sur tout le territoire national. En 2015, la FAO a salué de nouveau le gouvernement du président Nicolás Maduro pour les progrès remarquables réalisés dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Au sein de notre pays, le programme de soins de santé gratuits atteint ou bénéficie à 75% de la population. Et nous visons les 100%. C'est un programme que nous réalisons avec nos frères cubains. Notre programme social concernant le logement a bénéficié à 1 111 095 familles. On a mis, et c'est important, l'accent sur la protection des personnes âgées, des retraités. En 17 ans, 3 91 000 personnes et plus en ont bénéficié. Monsieur le Président, nous représentons un espoir pour l'immense majorité des personnes qui sont victimes d'un modèle sans pitié, d'un modèle inhumain. Le Venezuela vise la paix véritable pour les peuples, l'édification d'un nouvel ordre économique, culturel et d'un nouvel ordre de communication mis au service de la paix, du développement et de l'égalité. Nous mettons en place des mécanismes innovants en matière de coopération comme ALBA et Petro-Caribé, qui bénéficient au peuple de notre région. Nous appuyons aussi les efforts des BRIC et les pays BRIC qui veulent mettre en place un monde pluripolaire, multicentrique. Le Venezuela se déclare en lutte permanente contre le système capitaliste qui ne fait que reproduire la pauvreté, la violence et le malheur. Comme le disait notre libérateur Simón Bolívar, le système de gouvernement le meilleur est le système qui produit le plus de bonheur possible, le plus de sécurité sociale possible et le plus de stabilité politique possible. Nous devons donc donner au monde ce bonheur, cette sécurité et cette stabilité. L'heure est venue de lutter pour la paix et pour la justice sociale. Nous devons changer de système et devenir de véritables militants de la paix. Merci beaucoup.
On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie la vice-présidente politique et ministre des Affaires étrangères, son Excellence Rodríguez Gómez du Venezuela, et j'invite les services du protocole à escorter Madame.